Inflation, faillite en masse, risque de krach, que ce soit un krach boursier ou krach immobilier. L'année 2024 s'annonce très, très compliquée. Et face à tout ça, beaucoup d'entre vous se demandent comment se protéger, comment protéger leur épargne, par exemple, face aux murs qui se retrouvent devant nous. Et pour pouvoir en parler, j'ai invité Philippe Béchade et Arthur Toss pour qu'on puisse parler des alternatives que l'on peut trouver pour vous protéger face au mur devant lequel on est. Alors, Philippe Béchade et Arthur Toss écrivent tous les deux pour les publications, les chroniques Agora. Alors, Chronique Agora, c'est le sponsor de cette vidéo et ceux qui regardent ma chaîne connaissent bien parce que je fais régulièrement des vidéos avec eux. Les Chroniques Agora, c'est un ensemble international d'économistes indépendants qui vont vous donner leur vision sur l'économie, sur les placements. Alors, l'avantage, c'est que comme ils sont internationaux, vous avez des économistes allemands, français, américains, japonais, d'un peu partout, tous sur leur marché respectif, ils sont compétents, mais en plus, comme ils regardent sur l'ensemble de la planète et qui peuvent confronter leurs avis, vous aviez une vraie vision très large à 360 de ce qui se passe dans le monde. Donc, les Chroniques Agora vont nous suivre dans cette vidéo. Et puis, l'avantage de Philippe Béchade et d'Arthur Toss, c'est que Philippe Béchade, lui, a écrit un guide pratique de l'achat de l'or physique il y a très peu de temps et qui est disponible actuellement sur les Chroniques Agora. Et Arthur Toss, lui, sa spécialité, c'est les crypto-monnaies et il a écrit, lui, les 10 commandements de la crypto-monnaie en 2024. Et si vous voulez avoir accès à ces deux documents, donc le guide pratique de l'achat de l'or physique par Philippe Béchade et les 10 commandements des crypto-monnaies en 2024 par Arthur Toss, il vous suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. C'est gratuit, vous aurez accès gratuitement à ces deux rapports spéciaux. Ça vous prendra que quelques clics, donc le lien est dans la description. Philippe, Arthur, bonjour. 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 Donc déjà, un petit mot avec Philippe Béchade, alors, qui est un habitué, je dirais, des interviews sur ma chaîne que vous avez tous vues, et puis qui est un grand habitué de YouTube aussi. Philippe, on est d'accord que l'année 2024 risque vraiment d'être une année compliquée pour les Français? Alors, ça sera probablement compliqué. Je vais essayer d'illustrer ça de façon un petit peu humoristique. Jamais vous n'avez eu une telle unanimité du personnel politique, des traders dans les salles de marché, des stratèges, des grands établissements de gestion, pour nous dire que fin 2023, les planètes n'ont jamais aussi bien été alignées, peut-être depuis l'année 2009. 2009, c'était une année où le Nasdaq avait gagné 53,5%. Et bien, cette année, il affiche plus 54%, meilleure performance du siècle. Et que si les marchés font d'aussi bonnes performances, c'est qu'il y a forcément de très bonnes raisons, voire des raisons imparables, car les marchés ont toujours raison. Et c'est là que, d'un seul coup, le mot marché me pose problème. Parce que là, par exemple, fin 2023, on est resté à Wall Street sur 14 séances de hausse sur 15 et aucune consolidation de plus de 1% depuis le 25 octobre. Vous voyez, un marché où on a un ratio de 5 séances de hausse sur 6, grosso modo. Et quand ça ne monte pas, en fait, ça ne baisse pas non plus. Et ça, c'est comme ça depuis le mois d'octobre. Donc, vous avez 9 semaines de hausse et strictement aucun retracement.
aucun marché ne fonctionne comme ça. Aucun marché qui doit réagir à des événements géopolitiques, à des mouvements de change importants, comme c'est en train de se dérouler actuellement avec le dollar qui commence à perdre pied contre toutes les devises. Bref, un marché où en 9 semaines, il n'y a eu que 3 corrections de 0,5 à moins 1% en 9 semaines, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas un marché. Si ce n'est pas un marché, ça veut dire donc que c'est quelque chose qui est totalement manipulé ou programmé pour ne réagir à aucun événement, ne réagir à aucune évolution des perspectives pour 2024. Or, c'est quoi la perspective pour 2024? C'est 0 croissance en Europe au premier, au deuxième trimestre. Bref, on part d'une croissance déjà extrêmement médiocre en 2023. On est, 0,8, 1% agrégé. Et une année où vous avez 1% de croissance, le marché, entre guillemets, gagnerait plus de 20% pour le CAC ou le DAX et 42% pour le Nasdaq, 54% pour le Nasdaq 100 et 107% pour ce qu'on appelle les 7 fantastiques aux États-Unis, les 7 premières capitalisations, et qui représentent à 7 90% de la performance totale du marché américain. Et si vous y rajoutez les 10 plus grosses capitalisations de l'indice SOX des semi-conducteurs, vous n'avez pas 100% de la performance du S&P avec seulement une vingtaine de valeurs, vous avez 102 ou 103% de la performance. Ça veut dire que si vous retirez 20 ou 25 titres du S&P, vous avez globalement une baisse pour les 480 ou 475 valeurs qui restent. Voilà dans quoi nous sommes. Et le marché, enfin, les opérateurs ont cette sorte de déformation qui consiste à partir de l'évolution des indices pour trouver une explication rationnelle dans le réel. Et s'ils n'en trouvent pas dans la réalité, puisque par exemple pas de croissance, c'est pas quelque chose qui fait monter les marchés de 20%, eh bien ils vont aller trouver dans le futur quelque chose qui justifie ce qui déjà au présent n'a aucun sens. Alors dans le futur, eh bien, on peut tout se promettre. On peut se promettre 4 baisses de taux en 2024. Bah, si 4 baisses de taux, ça ne suffit pas pour compenser le manque de croissance, la probable remontée de l'inflation, puisque les effets de base vont disparaître début 2024, si ça ne suffit pas pour contrebalancer forcément un écrasement des marges parce que le consommateur n'est plus là. On le voit déjà aux États-Unis. Le consommateur, c'est à crédit. Et quand il ne peut même pas obtenir un crédit, on lui dit achète aujourd'hui et paye début 2024. Donc, chaque fois que se présente un nuage à l'horizon, et plus il s'épaissit, plus on va expliquer que le marché peut continuer de monter parce que si c'est vraiment aussi sombre l'avenir, ça ne sera pas 4 baisses de taux, ça sera 6. Et si vous continuez de creuser en disant oui, mais attendez, en plus de ça, il y a le contexte géopolitique. En ce moment, en mer Rouge, c'est chaud. Alors ça sera 5 baisses de taux. Oui, et puis en plus de ça, les Chinois viennent d'interdire l'exportation de toutes les technologies liées aux aimants permanents, sans quoi il n'y a pas de batterie dans les voitures électriques, nos smartphones et les tablettes ne fonctionnent plus. Donc, en plus de ça, on est en bisbille avec les Chinois. Alors, on va faire 6 baisses de taux, forcément, en 2024. Et vous rajoutez, oui, mais en plus de ça, le gouvernement, là, en France, il va continuer d'augmenter les taxes sur l'immobilier. En fait, le pouvoir d'achat des Français va encore en prendre un bon coup, la hausse de l'électricité. À ce moment-là, ça sera 7 baisses de taux. Et puis, vous pouvez comme ça rajouter, simplement décrire le réel. Donc, ce que je vous décris, c'est un désalignement total des planètes. Eh bien,
par anticipation, on réaligne les planètes à coup de supposition de futures baisses de taux. Donc, on peut en avoir 8, 9, 10. Vous avez même le Crédit Suisse qui anticipe, je ne sais plus, non, c'est UBS, pardon, Crédit Suisse a été absorbé. UBS anticipe 10, 12 baisses de taux. C'est-à-dire que plus l'évolution des marchés est incroyable et totalement artificielle et injustifiable, plus on est dans l'absurde, plus on vous explique qu'un futur radieux se présente devant nous. Et s'il faut 10 baisses de taux pour justifier le niveau actuel du marché, bah, si pour aller plus haut, il faut dire 11 baisses de taux ou 12 baisses de taux, nous, on n'hésite pas. On va écrire pour nos clients, il y aura 12 baisses de taux en 2024. Alors, quand on en est là pour justifier les niveaux invraisemblables du marché, ça veut dire que ça peut péter à tout moment. Voilà, quand on en est à inventer le futur, un futur qui n'existera pas pour justifier des cours qui ne devraient déjà pas exister, vous imaginez bien que d'un seul coup, quand l'illusion va se dissiper, on va s'en prendre vraiment plein la figure. On va se prendre le réel dans la figure, et pour l'instant, ce réel, on se le masque à coup d'opium, d'hypothèses de baisse de taux en 2024. Mais il est évident que rien ne va. Les Français ont beaucoup moins consommé durant les fêtes. Le panier de Noël était nettement inférieur à celui de 2022. Il n'y a plus une transaction immobilière. Vous avez donc la faillite là, de Conforama, mais qui fait suite à la faillite de tas d'enseignes historiques parce que les classes moyennes ne sont plus là. Toutes les enseignes qui disparaissent, ce sont des enseignes qui étaient destinées à une classe moyenne qui avait un bon pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat s'est délité petit à petit. Alors évidemment, vous me direz, ah oui, mais il y a Internet, aujourd'hui, les gens ne vont plus dans les magasins. Mais qu'est-ce qui empêche Conforama ou toutes les enseignes d'avoir un site marchand qui leur permet de maintenir leur chiffre d'affaires, même si progressivement, ils ferment quelques points de vente dans des centres commerciaux. Donc, c'est pas que Internet qui a tué Conforama et les enseignes de prêt-à-porter, puisque Zara, ça marche très très bien. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, vous avez tout un pan des consommateurs qui, aujourd'hui, doit faire le choix entre se chauffer, partir en vacances, voire pour certains même, se nourrir. Alors, comme les gens qui font les prévisions merveilleuses pour 2024 sont des gens qui sont entre 5 000 et 15 000 euros par mois, ceux-là, évidemment, ils ne sont pas en contact avec la réalité. Mais quand vous êtes, on va dire, les pieds ancrés dans le réel, il est évident qu'aujourd'hui, on est sur un terrain extrêmement glissant. Voilà. Et on se raccroche donc à la rambarde des futures baisses de taux qui n'auront pas lieu. Et là, je pense que ça va être saignant en 2024. Et donc, les premières choses qu'on doit prendre en compte déjà aujourd'hui, c'est le fait que le dollar a commencé à décrocher par rapport aux autres devises. Il a cassé de très importants supports moyen terme. Il est repassé en dessous de 1,11 contre l'euro, il est repassé en dessous de 145 contre le yen. Donc, il se passe déjà quelque chose sur le dollar. Bon, et la baisse du dollar, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est un avantage pour les Européens. Hein, on est bien d'accord. Le glissement du dollar, symétriquement, va entraîner la hausse de l'or, puisqu'il y a une relation symétrique inverse. Et l'or est en train de passer le cap des 2060-2070. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder, même si je suis tout aussi convaincu que ceux qui manipulent les indices et qui leur font progresser, ils les font progresser 14 séances sur 15, ils vont tout faire pour éviter que quelque chose se déclenche au niveau de l'or, pourquoi pas même des cryptos. En tout cas, il y a un moment où on fait tout pour empêcher le marché
de remplir son rôle, de pricer le risque, et on est exactement là-dedans. Alors avant de rentrer sur l'or et les cryptos, juste pour le constat, donc Philippe, le constat c'est, de votre côté, c'est on a un marché qui est surévalué, qui ne ressemble pas, et une sorte d'élite qui est déconnectée parce que le réel, lui, est plutôt sombre. On a plutôt des grosses difficultés, des faillites d'entreprises, j'en parlais, puisque les faillites d'entreprises en France ont explosé. On a des gens qui consomment de moins en moins. On a vu aussi que la consommation des Français avait énormément baissé. Et le marché ne tient que parce qu'on espère que les banques centrales nous sauveront, avec cette limite qui est que quand les banques centrales baissent les taux, bah, on a pu voir ce que ça donnait dans ces 2 dernières années, c'est-à-dire que vous avez l'inflation qui peut repartir et qui peut repartir très fort. Donc, il n'est pas du tout certain que les banques centrales baissent tant que ça leur taux, parce que maintenant, elles sont un peu échaudées et elles se demandent peut-être si un jour le peuple ne va pas finir par en avoir marre d'avoir tout d'un coup des inflations gigantesques pour sauver certains États impécunieux ou des marchés qui ne rêvent que d'une chose, c'est que le Standard & Poor's ou le CAC 40 pour les Français monte sans arrêt. Est-ce qu'on est d'accord sur ce constat, Arthur, également, c'est-à-dire un marché et puis quand je dis un marché, c'est plus vaste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur la bourse et qui ont juste une assurance. Non, mais c'est une économie dans son ensemble. Mais voilà, une économie qui ne va pas et qui, pour l'instant, qui est au bord de quelque chose d'assez compliqué pour l'avenir. Est-ce qu'on est d'accord au moins sur ce constat? Alors, je ne sais pas si on peut dire que l'économie est au bord de quelque chose. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Je pense que les crises... Alors, pardon, juste une petite... Je me rends compte que je n'ai pas totalement présenté Arthur Toss, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que Philippe Béchade, il vient régulièrement sur la chaîne, donc les gens le connaissent, mais Arthur Toss, donc, c'est un spécialiste crypto et tech, c'est un investisseur tech, et en fait, tu t'occupes d'un family office, tu as été un des premiers mineurs de Bitcoin en France, et aujourd'hui, tu t'occupes d'un family office, donc investissement d'argent dans le cadre familial, avec notamment tout ce qui est crypto, actions, rachat d'entreprises, aide à des startups et avec une orientation très tech. Voilà. Donc, c'était juste pour présenter. Et donc, on parle plus de est-ce que l'on est au bord de quelque chose ou pas. Et donc, voilà. Voilà. Alors, au bord de quelque chose, je ne sais pas le dire, parce que je pense qu'il y a des facteurs dans une crise, comme on a vu en 2008, etc. Il y a des facteurs exogènes, des facteurs endogènes. Et faire le mix du facteur endogène et exogène et dire ça va être à ce moment-là que ça va se casser la figure, c'est un jeu qui me paraît toujours un peu risqué. Voilà. Après, les marchés sont par essence des déséquilibres permanents, d'accord, et où on essaye de pricer quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, toutes les lois qui vous disent les marchés sont efficients, etc. Non, les marchés n'ont jamais été efficients. Et si les enfants croient au Père Noël, et qu'on se moque bien d'eux, bah moi je peux vous dire que les adultes, dans leur vaste majorité, surtout ceux qui sont sur les marchés, croient en l'efficience du marché. L'efficience du marché, ça n'existe pas. S'il y avait une efficience du marché, il n'y aurait aucune action qui ferait moins 50% en 3 mois et aucune action qui ferait plus 50% en 3 mois. Parce que ça serait, sauf cas exceptionnels, les biotech, des trucs comme ça, mais il y a des trucs très palpables du réel qui ne pourraient pas décaler comme ça. Donc c'est qu'il n'y a pas d'efficience de marché parce que tout le monde n'a pas la même donnée, parce que c'est compliqué, etc. Donc, je me garderais bien de faire des préconisations en disant on va exploser, etc. Je pense qu'après, quand on regarde, mais ça, c'est mon prisme tech, hein, on est toujours pessimiste sur les innovations et on a toujours tendance à voir le passé plus joli qu'il ne l'était et l'avenir plus noir qu'il ne va l'être. Voilà. C'est ma vision, voilà, et c'est une vision qui est commune dans la Silicon Valley. Hein. C'est des principes psychologiques qui ont déjà été théorisés, hein, surtout par des psychologues de l'université de San Francisco, je crois. Il faudrait retourner dans les papiers. Mais bon, bref. Et globalement, effectivement,
l'économie, elle a bien un déséquilibre. Les couches sociales les plus faibles de tous les pays développés ont une capacité à consommer et un restant à vivre, etc., qui est historiquement faible. Or, c'était des gens qui avaient profité des 30 Glorieuses, de tout ce style-là, et là, ils ont beaucoup souffert de ça. Il y a l'inverse, c'est-à-dire les gens les plus riches ont une propension à consommer qui a beaucoup augmenté parce qu'ils ont un restant à vivre qui a beaucoup augmenté. Donc, il y a des déséquilibres. Au sein même des classes moyennes, il y a énormément de déséquilibres entre les classes moyennes les plus jeunes, les classes moyennes les plus anciennes, etc. Ça, on le voit dans plein de statistiques. Si on reprend par exemple même aux États-Unis, on parle souvent du marché immobilier, il faut savoir que 42% des Américains sont propriétaires sans crédit immobilier. D'accord? De tous les Américains qui ont une maison, il y en a 42%, ils n'ont pas de crédit immobilier sur le dos. C'est historiquement élevé. Mais ça concerne avant tout une couche d'âge bien précise. En fait, celle qui a eu le plus d'augmentation et qui a réussi à payer son crédit immobilier, c'est la couche 45-70. D'accord? Sauf que la couche 45-70, elle a d'autres problèmes. C'est qu'aux États-Unis, vous n'avez pas le filet social, donc elle se dit combien va me coûter ma retraite, combien va me coûter mes maladies, etc. Donc, si vous voulez, les déséquilibres sont complexes et ils sont dus effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de l'incurie des États parce qu'il y a de la sous-optimisation des États. Ça, c'est clair, on le voit tous les jours. Hein. Il y a qu'à rentrer dans un hôpital français pour comprendre que on n'est pas optimisé et qu'on peut faire beaucoup mieux avec moins. Voilà. On peut rentrer dans une école aussi, ça marche aussi. Voilà. Mais le sujet est à peu près là. Et après, il y a aussi le fait qu'on a structurellement une évolution extrêmement importante qui a été vecteur d'un déséquilibre majeur. C'est qu'on a gagné en espérance de vie des dizaines d'années sur un temps extrêmement court. C'est-à-dire sur un peu plus d'un siècle, on a gagné des dizaines d'années d'espérance de vie. Forcément, ça déséquilibre absolument tout dans la construction du capital et dans la manière dont on tient le capital, dans la manière dont on fait circuler le capital et dans la manière dont on doit avoir du capital pour vivre. Voilà. Et est-ce qu'on a tellement eu des avancées majeures qu'on a créé des déséquilibres majeurs qui vont finir dans une crise majeure, ou est-ce qu'on va être capable de les dépasser? Ma vision d'investisseur tech, parce que moi, ce que je fais dans mes journées, c'est d'essayer de créer des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont apporter de la valeur. Donc, je me dis qu'on va être capable de dépasser ça. Mais ça n'a rien de certain. C'est ce que la majorité des gens voilà, dans la Silicon Valley, etc., travaillent à faire. Après, est-ce qu'on réussira? Est-ce qu'on ne réussira pas? J'ai du mal à te le dire. Voilà. Après, je pense quand même qu'on a toujours énormément de valeur. Même si on parle des marchés, comme Philippe le fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on parle des 7 plus grosses valeurs, effectivement, elles drivent la majorité des retours. Est-ce qu'on peut avoir que 7 valeurs sur son portefeuille? C'est compliqué parce que historiquement, ceux qu'on ça, le jour où il y a un changement de polarité, tu te fais un petit peu déchirer. Sachant qu'on sait toujours une chose, c'est que structurellement, les leaders d'aujourd'hui, ceux qui sont dans le top 1, enfin ceux qui sont premiers, deuxième, troisième, ils ont plus de chances de finir à un moment par être 10e, 11e, 13e, 14e, etc., par faire le chemin qu'a fait IBM, qui a été premier pendant très longtemps et qui après s'est fait rattraper, on peut en citer plein d'autres, hein, que de rester tout le temps premier. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les boîtes que tu as actuellement qui sont premières, tu en as certaines qui ont des modes qui sont complètement dingues. C'est-à-dire Microsoft, par exemple, c'est un quasi-oligopole de fait. Ça fait 20 ans que ça l'est. Bien sûr, dans 10 ans, ça peut exploser. Mais ça peut aussi rester pendant 30 ans comme ça. Et qu'est-ce que ça vaut un oligopole de fait qui est en train de construire la même chose que l'oligopole de fait qu'il a fait avec Apple sur les operating systems, qui est en train de refaire la même chose sur le jeu vidéo avec quelques concurrents, etc. C'est assez compliqué. Et la notion de valeur, de court, de moyen et de long terme, quand tu achètes un truc comme Microsoft, difficile de la valoriser. Après, il y a des trucs qui sont plus complexes, où on peut se dire que ça vaut cher, où l'opportunité est faible, des choses comme Apple, où tu as l'impression qu'effectivement la Chine va se fermer de plus en plus à l'iPhone, qu'il y a des risques quand même qui sont importants, etc. Après, voilà, il suffit qu'ils nous sortent un nouveau produit en plus des AirPods et des montres connectées, et
La valo, elle peut être tout à fait, sera pas cheap, mais elle sera pas non plus extrême. Or, qui peut dire que Apple a aucune capacité à nous ressortir un produit que on va tous acheter, enfin que beaucoup de gens vont acheter. J'en sais rien, tu vois. Donc c'est compliqué. Donc effectivement, il y a des déséquilibres dans les marchés. Après, où est-ce que va aller le marché dans son ensemble? Je peux pas dire. Ce que je peux dire, c'est que globalement, quand on achète des sociétés qui ont une croissance propre, qui arrivent sur 5, 10, 15 ans à créer de la valeur, ça se reflète dans leur valorisation boursière au final. Et moi, c'est ça qui va m'intéresser. Voilà. Et je pense qu'on a quand même énormément de potentiel sur la macroéconomie globale. On voit d'énormes investissements dans les technologies voilà, de stockage de l'électricité, de captation de carbone, dans la fusion nucléaire. On voit d'énormes progrès qui sont en train d'être faits dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans la miniaturisation des semi-conducteurs, etc., qui ouvrent des terrains de jeu qui sont considérables. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que dès demain, ça va se matérialiser dans l'économie, etc., mais je pense que le terrain de jeu qu'on s'est ouvert, les branches qu'on s'est ouvertes ces dernières années sont excessivement importantes et que les gens ont tendance à les sous-estimer dans leur impact global de long terme. Après, il peut y avoir une crise. Philippe te dirait sûrement que s'il y a une crise, il vaut mieux avoir de l'or. Moi, je te dirais que si tu as une crise, il vaut mieux avoir des cryptos. C'est une vision, voilà. Mais on peut expliquer pourquoi du comment. Ah, bah justement, alors on va pouvoir regarder ça. Donc, justement, faut-il. Donc, si effectivement on est au bord d'une crise, et donc, je rappelle, hein, l'inflation qui, même si elle diminue, l'inflation diminue, elle reste forte, et ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire juste qu'ils augmentent moins vite que prévu. On a eu des records cette année de faillite d'entreprises, et puis on a un avenir où on ne sait pas exactement où on va. Moi, mon sentiment à moi, c'était qu'on est au bord de quelque chose. Je ne dis pas que ça va s'effondrer. Et encore une fois, si la bourse s'effondre, l'économie s'effondre ou l'immobilier s'effondre, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer. En immobilier, si vous avez un appartement place Vendôme, ça devrait bien se passer pour vous, quoi qu'il arrive. Ou alors un appartement dans certaines villes de France, généralement surtout des petites villes de France, ça se passera probablement bien pour vous. Tout ne s'effondre pas d'un seul tenant en une seule fois, et des actions, il y a des actions qui passeront au travers et des actions qui s'effondreront parce qu'elles sont trop valorisées. Donc, même s'il y a un effondrement, tout n'est pas concerné. Mais on est peut-être donc devant quelque chose, et si l'année 2024 est noire, donc ce qui m'a intéressé, c'est que Arthur est plus sur les cryptos et aime beaucoup les cryptos, et Philippe est plus, lui, sur l'or. Et donc, j'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur si je veux protéger mon patrimoine, si je suis inquiet sur les mois ou l'année même qui vient, 2024. Pourquoi est-ce que je dois acheter de l'or? Comment j'achète de l'or? Et pourquoi est-ce que je dois acheter des cryptos? Et comment j'achète des cryptos? Alors, on va commencer avec Philippe Béchade. Donc, plus une sensibilité à l'or de la part de Philippe de Béchade. Où est-ce qu'on en est sur l'or? Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans l'or aujourd'hui? Et comment j'investis dans l'or si je veux investir dans l'or aujourd'hui? Tout d'abord, il faut comprendre que l'or, historiquement, c'est le hedge contre l'inflation. Je rappelle que depuis que le dollar est administré par la Banque centrale, c'est-à-dire le 23 décembre 1913, le dollar a perdu 99,3% de sa valeur. Voilà. Donc, ça, c'est pour souligner le génie des banques centrales et leur capacité de protéger l'unité de valeur que chacun détient. Ça veut dire, juste je veux souligner ça parce que c'est un chiffre super important quand même. Ça veut dire qu'avec $1, ma capacité d'achat quand le dollar a été créé, avec $1, c'était d'acheter 99 fois plus que ce que $1 me permet d'acheter aujourd'hui.
Oui, c'était exactement ça. Avec C'est un gigantesque, dollar, c'est quand même gigantesque. avec un dollar convertible en or en 1913, vous pouviez acheter, en imaginant que on soit allez, aux Émirats et que le litre d'essence soit à 1 dollar, eh bien, il y a exactement 110 ans, avec 1 dollar, vous achetiez 100 litres de carburant aux Émirats. Aujourd'hui, avec le même dollar, vous achetez 1 litre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Les États-Unis viennent de créer, depuis le 2 ou 3 juin dernier, vous savez, quand on a relevé le plafond de la dette, les États-Unis viennent de créer 2400 milliards de dettes supplémentaires. C'est autant qu'en 2020 avec le Covid. Vous voyez, quand on a fait all-in et qu'on a donné des chèques à tout le monde, on a creusé l'endettement des États-Unis de 2500 milliards de dollars. Cette année, on vient de faire exactement la même chose alors qu'il n'y a pas de Covid. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui détiennent du dollar? Ils disent, mais là, les États-Unis, ils sont devenus dingos. Hein, et ça va s'arrêter où? Donc, le problème, c'est qu'à un moment, le créancier, il finit par dire stop. Là, il n'y a pas de crise, là, il n'y a pas de Covid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous imprimez 2400 milliards de dollars? Vous imprimez, là, en 6 mois, 8% du PIB américain. Alors, c'est sûr qu'en imprimant l'équivalent de 8% du PIB américain, vous obtenez 4 ou 5% de croissance. Mais même 4 ou 5% de croissance, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que vous avez investi 2 dollars pour créer 1 dollar de PIB supplémentaire. Et comme ces dollars sont sortis... C'est terrible parce qu'on a le même problème en France. Hein. Oui. On fait aussi même mauvaise dette. Enfin, on n'imprime pas. On emprunte. On n'empruntera jamais autant qu'en 2024. On avait déjà eu un record en 2023, un record en 2022, et tous les ans, on emprunte davantage. Tout ça pour créer une croissance nulle, ridicule. Nul. Zéro. Ouais, mais zéro. Le couple investissement par PIB créé, c'est un truc qui est compliqué dans tous les pays. Hein. Tu l'as même en Chine, etc. C'est-à-dire, si tu prends l'agrégat global, dans tous les pays, il faut investir en gros 3 d'unités de valeur pour aller capter 1 de création de PIB. Donc, c'est très compliqué partout. Voilà, c'est très compliqué partout, mais ce qui n'est pas compliqué à comprendre, c'est que quand vous créez des unités à partir de rien, à partir de l'air ambiant, bah, ça veut dire que s'il faut maintenant 108 dollars pour obtenir 100 de PIB, eh ben votre dollar ou votre euro ou votre yuan, ben, il perd mécaniquement 8% de sa valeur. Vous l'avez créé à partir de rien. Ce n'est pas de la richesse que vous repartagez ensuite. Hein. Chaque billet de 1 dollar étant une fraction de la richesse créée. Non, là, vous détenez un bout de dette et cette dette est augmentée en contrepartie de rien. En tout cas, faire 1 dollar de dette pour obtenir 0,5 de PIB, ben, ça veut dire que vous avez creusé votre PIB de 0,5. Et vous multipliez ça tous les mois, vous rajoutez 0,5 de dette, à la fin de l'année, votre dollar, il doit valoir 8% de moins. Et en l'espace de 4 ans, le dollar, par rapport à une monnaie bien gérée, je pourrais citer, pourquoi pas le dollar de Singapour, ou des devises comme le franc suisse, mais qui lui est artificiellement maintenu le plus bas possible. Mais en tout cas, on a créé tellement d'argent en 2023 que forcément, à un moment en 2024, les créanciers vont commencer à se poser des questions sur le principal emprunteur. Et le principal emprunteur, c'est les États-Unis. Et est-ce que vous savez qui va s'affronter en novembre 2024 ? Est-ce que ça sera Trump, Biden, ou est-ce que ça sera 2 outsiders avec des programmes peut-être différents? On n'en sait strictement rien. Moi, je suis détenteur de dollars. Je me retrouve dans 2 mois ou 3 mois à ne plus savoir qui va être le président, le potentiel président américain. Je me dis, je reviendrai quand j'y verrai plus clair. Et là, la combinaison va arriver avec des États-Unis qui n'ont jamais dû autant d'argent à leurs créanciers. Hein, maintenant, on a passé la barre des 34 000
milliards. Donc, ils n'ont jamais dû autant d'argent, ils n'ont jamais été autant en déficit. Et en plus de ça, on ne sait pas qui va gouverner le pays de 2025 à 2029. Donc, tout ça n'est pas du tout pricé par le marché. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la planche à billets continue de tourner. Bon, l'inflation, c'est quoi? C'est quand le prix des composants électroniques augmente parce que d'un seul coup, il y a une petite pénurie parce que les Chinois ont un peu resserré, qu'ils en envoient moins. L'inflation, c'est quand le prix du timbre va augmenter de 8,3% au premier de l'an. Mais globalement, c'est aussi la perte de valeur de la monnaie. Donc, la perte de valeur de la monnaie, elle est carrément, aujourd'hui, elle est revendiquée par des États qui creusent les déficits à peu près au même rythme qu'en période Covid. Mais cette fois-ci, ça ne suffira même pas à faire de la croissance en 2024. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'anticipe une très forte dépréciation du dollar, de l'euro, pourquoi pas du yuan aussi, par rapport à des actifs concrets comme l'or, l'argent, les matières premières. Hein. Je ne suis pas focus que sur l'or et l'argent. Je regarde tout ce qui est stockage de valeur concret. Et quant au Bitcoin, je ne dis pas aux gens, non, si les gens veulent en détenir, ils peuvent en détenir. Simplement, remarquez bien que la hausse du Bitcoin correspond avec des périodes de hot money. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, Wall Street est en pleine effervescence, le Nasdaq en pleine effervescence, les gens cherchent éventuellement quelque chose qui va peut-être aller encore plus fort, encore plus vite que le Nasdaq, et parce qu'il y a de la liquidité disponible, et puis parce que tout le monde devient complètement euphorique. Donc moi je dis que les cryptos, elles ont tendance à être le reflet d'un comportement de marché proche de l'euphorie. Et le jour où il n'y a plus d'euphorie, et là vous pouvez regarder ça, c'est imparable, chaque fois que les marchés ont fortement corrigé, vous avez d'un seul coup un dégonflement des leviers sur les cryptos, parce que lorsque la haute monnaie commence à disparaître, les cryptos chutent. Donc les cryptos ne sont pas du tout un bon hedge contre une période compliquée où les gens d'un seul coup se mettent à douter et où les marchés se mettent à corriger. La correction des marchés, ça survient toujours après des épisodes de hot money, et la culmination d'un épisode de hot money, c'est quand les cryptos commencent à s'envoler. Voilà. Donc, si vraiment on pense qu'il va y avoir une correction sur les marchés, j'aurais tendance à penser que les actifs concrets, l'or et l'argent, vous protégeront mieux que des cryptos qui sont très, très vulnérables à un épisode d'aversion au risque et de disparition de la haute monnaie. Alors, on est avant de voir un peu peut-être comment investir dans l'or ou les métaux, les matières premières. On va parler donc des cryptos parce que c'est la spécialité d'Arthur. Est-ce que Arthur, vous avez la même vision des cryptos, c'est-à-dire est-ce qu'il faut investir dedans maintenant en période un peu délicate où on ne sait pas trop où on va? Ou est-ce que, comme le dit Philippe, pardon, c'est peut-être un peu plus risqué d'aller vers les cryptos, il faut se contenter des métaux précieux. Quelle est votre vision en fait des cryptos? Alors, déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est, on parle souvent du marché des cryptos dans son ensemble. Or, en fait, si on vient jouer le stockage de valeur, la confiance, etc., il n'existe qu'une seule crypto, c'est Bitcoin. Stockage de valeur ailleurs, enfin, il peut en exister, mais vous tomberez sur des stablecoins, et là, comme les 95% des stablecoins sont en dollars, détenir un stablecoin dollar ou détenir un dollar physique, à la limite, c'est même plus compliqué et ça a même sûrement plus de risques à long terme de détenir un stablecoin dollar qui est géré par une entité tiers que de détenir des dollars gérés directement par la Fed, etc. Donc, bon, bref. Mais en gros, la seule chose, c'est d'aller comparer ça au Bitcoin. Parce que les cryptos dans leur ensemble, ça ne fait pas de sens. Parce que, voilà,
Il faut comprendre que dans les cryptos, il y a comme dans les marchés des métaux, il y a les métaux qui sont des métaux de stockage de valeur et d'autres qui sont dits d'utilité. Donc les métaux d'utilité, généralement, ils aiment quand une économie est un minimum solide parce qu'il faut qu'il y ait les industriels qui consomment, etc. Alors, il peut y avoir des ersatz qui sont entre les deux, des choses qu'on n'a jamais vues dans l'économie. C'est le cas d'Ethereum. C'est de l'utilité parce qu'on l'utilise pour faire d'autres choses. C'est du stockage de valeur parce que c'est devenu déflationniste à long terme et qu'on pense que peut y avoir une plus grosse utilisation dans le temps long. Mais c'est des mécanismes économiques qu'on n'a jamais vu bien se mettre en place dans le temps long. Donc, c'est très compliqué de prévoir leur comportement dans des cycles macroéconomiques violents, étant donné que c'est des types d'instruments qu'on n'a jamais vus. Voilà. L'instrument qui serait le plus proche, c'est l'argent. Mais l'argent, ça a quand même beaucoup d'utilité. Le stockage est quand même complexe, etc. Voilà. Donc, les deux vrais comparables, si on évite un peu d'aller sur Ethereum, qui est un truc un peu nouveau et qui est un peu compliqué, ça serait vraiment Bitcoin. L'exemple typique d'une valeur qui est d'une stockage de valeur, c'est que c'est une convention sociale. Pourquoi est-ce que vous aimez stocker de la valeur dans l'or? Parce que globalement, ça fait des milliers d'années qu'on se dit que l'or, ça a de la valeur, etc. Parce que de façon logique, hein, il y aurait moyen d'avoir des métaux plus rares que l'or, plus facilement transportables que l'or, etc., dans lequel, du coup, stocker la valeur serait peut-être plus intelligent. Mais globalement, on a choisi l'or. Voilà. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est un truc qui se crée dans le temps, petit à petit, ça brille, etc. Il y a des choses, des fois aussi. Inaltérable. Oui, si tu veux, mais il y a d'autres métaux qui sont inaltérables aussi et qui posent pas de problème. Et l'argent, c'est stockage de valeur et c'est un peu altérable. Ça dépend comment tu l'utilises. Donc, si tu veux, c'est compliqué. On peut toujours, a posteriori, essayer de trouver des rationnels, comme tu le disais au début, avec les gens qui, les stratégistes qui n'ont de stratégistes que le nom, qui vont trouver a posteriori pourquoi est-ce que Meta c'était vachement bien alors qu'il y a 6 mois ils te disaient que c'est pourri et qu'ils te feront peut-être la même chose avec Tencent et Alibaba dans 6 mois ou dans 1 an et demi. Bon, bref, ces gens-là, ils retournent leur veste tout le temps, donc on s'en fout. Mais globalement, la convention de valeur, c'est un truc qui est très humain, qui a un comportement sociologique. Est-ce que le Bitcoin est en train de devenir une convention de valeur de long terme d'un point de vue sociologique? Peut-être. Est-ce que c'est encore trop tôt pour être sûr que ça le sera pendant des siècles, voire des milliers d'années? Bah, bien sûr aussi. Donc, c'est pas du tout le même risque que l'or. Parce que l'or, tu as tout l'historique. Et ça, le Bitcoin ne pourra jamais construire l'historique de l'or. Bon, on peut se dire tout ce qu'on veut, hein, mais il y a le temps, ça a quand même une certaine valeur. On peut essayer de le comprimer. Mais on ne peut pas réussir à comprimer des millénaires en des dizaines d'années. Ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, le Bitcoin est peut-être un actif de stockage de valeur, peut-être tout aussi, voire plus intéressant que l'or. Après, est-ce qu'il subira pas une crise qui est violente avec une défiance qui peut arriver? D'ailleurs, qu'il y a une défiance qui peut arriver pour d'autres raisons que l'or. Je pense que, par exemple, le gros point noir du Bitcoin sur son stockage de valeur, c'est que la défiance principale qui peut arriver, c'est si le réseau a un problème, si la sécurité est plus là. Or, avec l'or, c'est quand même un peu moins vrai, parce que tu ne te poses pas trop la question de la sécurité de l'or, etc. Même s'il y a eu beaucoup d'arnaques dans l'or, est-ce que tu détiens vraiment l'or? Est-ce que l'or papier est vraiment baqué par du machin, etc. Mais on va dire que si tu achètes tes lingots d'or chez quelqu'un de sérieux, où tu es sûr que c'est vraiment 100% de l'or, ou 4, parce que c'est jamais vraiment 100%, mais 99,99, voilà. Bon, tu es plus ou moins serein. Sur Bitcoin, tu contrôles pas trop ça, parce que le réseau, c'est pas toi qui écris les lignes de code, etc. Et puis, il peut toujours arriver un jour un mec qui va pirater le réseau, etc. Ça paraît très peu probable, mais c'est possible. Donc, les risques sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut les prendre en compte. Après, pourquoi est-ce qu'on pense que ça peut quand même devenir un stockage de valeur et que dans le temps, ça peut devenir intéressant et que ça n'a pas atteint son palier de top de valeur si ça devient stockage de valeur? C'est que l'or, c'est plus facile de payer avec. Le Bitcoin, c'est plus facile de payer avec. Parce que l'or, si demain, c'est la crise et que tu veux payer en or et que tu vas chez tout boucher pour payer en or,
Quand tu vas vouloir couper ton lingot, ça va être un petit peu compliqué. Hein. On va commencer à passer beaucoup de temps chez le commerçant à chaque fois qu'on veut faire une transaction. Le Bitcoin, tu poses un truc, tu fais ta transaction, tu le divises par l'infini, c'est pas un problème. Voilà. L'or, finalement, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, mais sur la Terre, on n'est pas sûr combien il y en a, mais dans l'univers, il y en a beaucoup. Donc pour le moment, on ne peut pas l'exploiter dans l'univers, mais si un jour on est capable d'aller dans l'univers hypothétiquement, ça peut perdre beaucoup de sa valeur. Même si ça, ce n'est pas encore une certitude non plus, parce que par exemple, le diamant, ça peut plus ou moins être un stockage de valeur, même si c'est un stockage de valeur très, très, très particulier. Et pourtant, on a réussi à créer des diamants artificiels et ça n'a pas fait baisser de manière drastique la valeur des diamants, entre guillemets, réels. Même si c'est de plus en plus compliqué de définir ce qui est un diamant artificiel et un diamant réel. Ça se définit, mais et avec le temps, ça sera de plus en plus compliqué. Mais comme il y a un oligopole dans la création des diamants, etc., ils arrivent à maintenir artificiellement le prix haut. Enfin, il y a tout un jeu marketing autour de ça, avec des gens qui sont extrêmement puissants. Et le marché du diamant, c'est un marché qui est tout petit, donc qui est facile à driver. Voilà. Donc ça, une fois qu'on comprend ça, l'avantage du Bitcoin, c'est quoi? Tu peux le diviser par l'infini, donc pour le paiement, c'est pas un problème. Ça coûte pas trop cher de faire des paiements. D'accord? T'es limité dans l'émission maximum, parce que c'est 21 millions d'unités, pas une de plus. Donc t'es tranquille. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup d'unités qui ont été perdues, y compris par des cons comme moi. Parce que quand ça valait même pas un centime, on faisait pas attention de ce qu'on faisait. Hein. Donc on se les envoyait, on se les machinait, on regardait pas bien le machin, on envoyait 100 bitcoins dans la poubelle. Je vous assurais que moi, en 2010-2011, là, Epitech, tout le monde s'en foutait. Hein, et quand on parlait de bitcoin, personne connaissait. Hein, et on nous prenait pour des tondus. Hein. Voilà, donc il y en a beaucoup qui ont été perdus. Donc il n'y a clairement pas 21 millions d'unités. Hein. Il y a clairement beaucoup moins d'unités. Donc, globalement, si on a une convention de stockage de valeur qui se met, ça peut être très intéressant parce qu'on peut avoir un actif qui n'est pas au son prix d'équilibre de convention de stockage. Et pour beaucoup d'habitants de la planète, l'or est quasiment la seule convention de stockage qui leur est accessible. Pourquoi? Parce que si vous êtes un Turc, si vous êtes un Brésilien, si vous êtes un Argentin, etc., ça va être très compliqué d'acheter de l'or. Très, très compliqué. Vous avez des primes sur l'or qui sont compliquées. C'est un marché qui est extrêmement fraudé dans ces pays-là. D'accord? Et c'est difficile pour vous en tant que classe moyenne de contrôler ce qui est de l'or ou pas. Car moi, je vous mets au défi d'acheter un lingot et de me dire que vous êtes sûr à 100% que c'est de l'or. À part si vous prenez les partenaires d'Agora qui ont été sourcés, etc., et qui sont censés vous vendre de l'or de bonne qualité, etc. Mais la vérité, c'est que vous allez dans une échoppe, même à Marseille ou à Paris, et vous n'êtes pas avec le bon revendeur, vous pouvez vous faire avoir et vous allez avoir que 50% d'or. Et quand vous devez contrôler vous-même chez vous, c'est pas simple. D'accord? Le Bitcoin, c'est déjà beaucoup plus simple à contrôler, c'est beaucoup plus fluide, etc. Donc, dans beaucoup de pays, c'est entre guillemets leur seul edge. Parce que quand tu regardes la monnaie turque, elle s'effondre. Quand tu regardes la monnaie argentine, elle s'effondre. La classe moyenne argentine ou turque, qu'est-ce qu'elle peut faire à part acheter du Bitcoin? Pas grand-chose. Parce que sinon, elle achète des actions, elle achète de l'immobilier de son pays. Mais en fait, tu vas voir, c'est tellement la folie en Turquie que les investisseurs turcs et les classes moyennes turques achètent des actions de clubs de foot parce que l'idée, c'est que les joueurs de foot sont revendables en euros et en dollars et que du coup, ça permet d'aller mettre son argent dans un actif qui potentiellement est cessible en dollars et en euros. Ça te montre à quel point quand même l'économie turque marche sur la tête et les mecs sont en train d'essayer de faire des trucs d'une complexité dingue pour avoir du dollar. Parce que une chose est sûre, c'est que tu ne veux pas avoir du dollar dans une banque turque. Hein. Parce que va te parler aux Libanais qui ont eu des dollars dans des banques libanaises, ils vont te dire que c'est bien beau d'avoir du dollar, de l'euro ou même du franc suisse, mais le jour où c'est compliqué, l'État il passe derrière toi, la banque centrale elle arrive, elle te dit « Ah ouais, tu avais du franc suisse, bah maintenant le franc suisse il est à moi, tu as un équivalent de la nouvelle monnaie et roule. » Et ça, c'est pas facile. Protéger ton or chez toi, c'est pas facile non plus. Parce que même si tu as 50 000 euros d'épargne, 50 000 euros d'épargne, c'est quand même un certain paquet de lingots. Dans ces pays-là, comment tu les protèges, tes lingots? Tu mets ton coffre-fort chez toi.
Ah ouais, mais va mettre ton coffre-fort au Brésil quand tu es de la classe moyenne. Je peux t'assurer que si tu es un très très riche Brésilien qui vit dans un quartier protégé avec des gardes, etc., peut-être. Mais si tu es un Brésilien qui a un petit peu d'épargne et qui peut juste te mettre un petit coffre et acheter quelques pièces en or, il y a de fortes chances qu'il y ait un mec qui arrive avec une arme s'il est au courant et qui te braque. C'est peut-être un tout petit peu plus facile de planquer des cryptos, même si on peut se faire braquer dans ces pays-là avec les cryptos et que le braquage de crypto-monnaies est en hausse extrêmement forte, surtout en Amérique du Sud. Mais, entre guillemets, ça peut être un peu plus sécurisé. D'accord? Donc, l'idée, elle est là. Avec le Bitcoin, c'est que tu te dis que ça a le potentiel de devenir un équivalent de l'or, mais ça ne l'est pas encore. Donc, effectivement, comme dit Philippe, si demain il y a une crise, peut-être que ça marchera moins bien que l'or, même si on n'a jamais vu comment se comportait le Bitcoin dans une crise mondiale, parce que la dernière vraie crise mondiale, c'est 2008, et Bitcoin, ça n'existait pas. Donc, voilà. La crise qu'on a eue après des monnaies qui étaient quand même importantes, c'était 2012-2013, mais encore une fois, Bitcoin, c'était extrêmement faible comme actif. Il y a eu 2020 où il y a eu le Covid, mais 2020, c'était un moment très particulier parce qu'on était déjà en bas de cycle sur les cryptos. Et en plus, il y avait le bannissement des cryptos en Chine, en Inde, etc. Donc, il y avait des effets un peu... il y avait de l'exogène et de l'endogène. Donc, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui avait drivé la crypto vers le bas. Est-ce que c'était le problème de la macroéconomie ou est-ce que c'était des problèmes plutôt prudentiels, etc. D'accord? Donc oui, on est dans l'enfance. Les crypto-monnaies, c'est l'Internet des années 95, 97, même on peut dire maintenant 97, 98. Donc on est dans l'enfance. C'est pas sûr que ça devienne un actif comme l'or. Par contre, ça peut le devenir. Et si ça le devient, ça offre un couple risque-rendement qui est extrêmement puissant et qui me paraît plus intéressant que ce que peut offrir l'or. Après, bien sûr, c'est un achat de beaucoup plus long terme. C'est pas pour se couvrir sur 6 mois. Ça, c'est clair. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec le crypto, je ne suis pas du tout crypto-monnaie, moi. Hein, c'est pas du tout. Parce que ce qui me fait très peur dans la crypto, c'est justement les variations qui sont très, très fortes. Je me souviens que j'avais fait ma première vidéo sur le Bitcoin en disant n'allez pas sur le Bitcoin en 2021, je crois. J'ai fait une vidéo comme ça. Et tous mes contradicteurs disaient mais non, mais les bitcoins en décembre, tu verras, ça vaudra 100 000 dollars en décembre. On était à 40 000. On était à 40 000 quand j'ai fait ma vidéo. Et donc tout le monde me disait mais t'as rien compris, on sera à 100 000 en décembre. Bon, comme je ne suis pas un spécialiste, je ne dis pas, mais on est redescendu à 20 et aujourd'hui on est revenu qu'aux 40 que ça valait à l'époque. Et donc ce qui m'inquiète énormément, dans les crypto-monnaies et dans le Bitcoin, c'est ces montagnes russes qui m'ont l'air gigantesques. Donc, est-ce que quand je veux quand je veux spéculer en me disant peut-être que je gagnerai sur 5-10 ans, peut-être que je deviendrai millionnaire, pourquoi pas? Mais c'est de la spéculation, hein, donc c'est de la spéculation étymologiquement, c'est la lecture des astres. Donc, on est un peu dans la lecture des astres. Est-ce que et encore une fois, je suis pas du tout. Je profite justement de la présence d'Arthur parce que je suis pas du tout un spécialiste. Mais est-ce que c'est raisonnable d'acheter du Bitcoin quand j'ai une vision à 1 an, à 2 ans, et en me disant, moi, ce que je veux, c'est protéger mon capital, peut-être gagner un peu d'argent parce qu'on n'est jamais contre le fait de gagner de l'argent, mais à 1 ou 2 ans, est-ce que c'est quelque chose de raisonnable ou est-ce que c'est le Bitcoin, c'est réservé à une toute petite partie de mon capital en espérant gagner beaucoup d'argent sur une période beaucoup plus longue? Non, alors, ça peut être intéressant. Par contre, ça ne doit pas faire toute ton épargne de précaution. C'est-à-dire que ceux qui disent il y a une crise, achetez 100% de votre épargne de précaution en Bitcoin, c'est des fous. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, on ne sait pas comment se comporterait Bitcoin dans une crise comme 2008. Par contre, faire un mix Bitcoin-or, par exemple, ça peut être quelque chose d'intéressant qui va aller capter un peu plus de rendement en mettant peut-être un peu plus de risque. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que de toute façon, s'il y a une crise comme 2008, les monnaies émergentes sont en train de faiblir dans beaucoup de pays. Alors, il y a des pays où il y a structurellement des petites hausses, mais je pense que ce n'est pas très pérenne. C'est pas très périn. Il y a le Mexique où il y a un peu de hausse maintenant, mais bon, globalement, c'est quand même compliqué. Voilà. Et tu as beaucoup de pays où, globalement, si tu regardes les charts de ces monnaies sur 15-20 ans,
n'as pas envie d'être une classe moyenne de ces pays-là. Parce que globalement, ta perte de valeur de ta monnaie, si le dollar a perdu 99% de sa valeur sur 100 ans, ces monnaies ont perdu 99,99% de leur valeur sur 20 ans. Donc ça s'est fait largement plus vite. Donc voilà. Donc si tu crois que effectivement les pays émergents sont structurellement mal gérés et que les classes moyennes de ces pays-là vont chercher des alternatives, la seule alternative viable, ça paraît être le Bitcoin à l'heure actuelle pour ces pays-là, ou la dollarisation, ou si tu veux être bien, il faudrait que tous ces pays-là ils utilisent le franc suisse. Sauf que c'est impossible. Tu peux pas avoir du franc suisse en Argentine en quantité assez importante pour que l'économie argentine fonctionne avec du franc suisse. Ça marche pas, quoi. Donc il y a quelques grandes familles d'Argentine qui peuvent se permettre d'avoir du franc suisse et de stocker du franc suisse, mais globalement c'est pas le cas de beaucoup de monde, d'accord? Donc si tu es dans cette vision-là, ça peut être intéressant en te disant que effectivement s'il y a une très grosse crise, comme c'est quelque chose d'assez agressif avec une volatilité, comme tu l'as dit, qui est extrêmement élevée dans le Bitcoin, il faut faire attention, il faut que ça soit une petite part de ton épargne de précaution, mais ça peut en faire une, même à l'instant T, à mon avis, si ta vision, c'est vraiment de te dire que de toute façon, tu as quand même une vision assez long terme et tu te dis que les cryptos à long terme, ça va plutôt marcher, tu as une vision structurellement des monnaies émergentes qui vont continuer à mal se comporter sur le temps long, à ce moment-là, oui, ça peut valoir le coup d'en avoir pour un temps assez important. Alors après, tu as d'autres facteurs, hein. Tu as le fait que le halving va arriver, donc ça ajoute de la complexité, même si ça, c'est encore une fois, c'est pas ça qui... Ça fait du rendement à long terme, mais je pense qu'il ne faut pas acheter juste des crypto-monnaies parce que le halving va arriver, etc. Sinon... en fait, tu achètes du Bitcoin juste pour le halving, tu fais effectivement de la spéculation comme tu le dis. Après, il y a un autre point, et attention, ça c'est vrai, c'est-à-dire que la plupart des gens, comme tu le dis juste avant, tu dis, il y a tellement de volatilité dans Bitcoin que moi, ça me fait peur. Mais s'il y a tellement de volatilité, c'est parce que Bitcoin s'est coté à une valorisation qui était excessivement faible. Les premiers échanges, ça ne valait même pas 1 centime de dollar. Donc forcément, quand tu ne vaux même pas 1 centime de dollar et que tu commences tout en bas de l'échelle, tu as des multiples de valorisation qui sont extrêmement élevés qui vont se créer. Hein, et donc, du coup, implicitement, tu as des variations jusqu'à ce que tu atteignes une certaine maturité de l'actif qui va être très, très, très violente. D'accord? Et ça, tu ne peux pas avoir des actifs qui sont immatures et qui n'ont pas de volatilité. C'est le principe même des marchés. Plus l'actif est immature, plus il a de la volatilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de créer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de potentiel, etc. Par contre, effectivement, si tu as 80 ans et que ton horizon, c'est de te protéger et de protéger ton capital de l'inflation sur 2 ans et que dans 3 ans, tu n'es pas sûr d'être encore là, ça ne vaut peut-être pas le coup d'acheter du Bitcoin, ça c'est clair. Parce que ton horizon d'investissement, il est assez faible. Si ton horizon, c'est de te dire, je pense que l'inflation en France va être un peu forte, que la monnaie française, elle n'est pas bien gérée, je ne sais pas trop quand la crise va arriver, mais je pense que ça peut être dans 12 mois, dans 5 ans, etc. J'achète un peu d'or et j'achète un petit peu de Bitcoin. C'est pas forcément une connerie. Voilà. Moi, des profils ultra sécurisés, je leur dis ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez 90% de la poche sécurisée en or, 10% en Bitcoin. Ça vous permet d'atténuer le risque de volatilité et quand même de capter la valeur dans le temps et de vous exposer à un actif qui a quand même un intérêt, comme je te l'ai expliqué, parce que pour payer, c'est plus simple, tu peux le diviser par l'infini, tu as un nombre de coins qui est limité, etc., etc. Et si je veux acheter du Bitcoin, je fais quoi? Je vais sur une plateforme spécialisée dans le Bitcoin ou je fais ça à ma banque ou chez mon trader habituel? Non, 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 non. Si tu veux avoir des Bitcoins dans le simple fait de te protéger et que tu n'es pas un actif des crypto-monnaies, c'est-à-dire de l'ensemble des crypto-monnaies, tu vas sur un exchange spécialisé, tu les achètes. Après, si tu as un minimum de connaissances, et j'espère que les gens ont un minimum de connaissances, tu les mets sur un wallet, tu fais très attention à tes clés, à tes machins, et tu touches plus rien. Voilà. Et là, ça va. Voilà.
Et attention, je répète bien, faites très attention à vos clés, etc. Parce que si vous perdez vos clés, c'est game over. Donc, il y a aussi des complexités techniques. C'est-à-dire, c'est comme à chaque fois. Hein. Le Bitcoin a des avantages, il a aussi des inconvénients. C'est comme tout dans la vie, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Bah, l'or a des avantages que n'a pas de Bitcoin et vice-versa. D'accord? Donc, je pense que ces histoires de wallet et de façon d'acheter du Bitcoin, on doit l'avoir dans les 10 commandements des crypto-monnaies que tu as écrit. Donc, un lien dans la description pour ceux que ça intéresse, pour avoir ce document, pour savoir comment faire. Déjà, où on va vers les crypto-monnaies et comment faire pour en acheter. Philippe Béchat, donc lui, a fait le guide pratique de l'achat d'or physique. Pour ceux qui sont plus métaux précieux, alors, Philippe, est-ce que vous avez un métal précieux qu'il vaut mieux acheter plutôt que les autres? Et puis, est-ce qu'il y a un conseil de comment on achète en fait un métal précieux? Est-ce qu'on va dans une boutique près de chez soi? Est-ce qu'on va acheter une mine d'or, des actions d'une mine d'or? Ou est-ce qu'on va acheter un ETF un ETC sur les métaux précieux? En quelques mots, quelle est la bonne façon de faire? Les trois axes, je recommande la détention de métal physique, parce que on peut partir éventuellement à l'étranger avec. Détenir des valeurs minières, c'est un peu plus complexe parce que c'est très volatile. Quand vous prenez ce qu'on appelle des mines juniors, ce sont elles qui ont le meilleur effet de levier lorsque le métal précieux se met à progresser. Imaginons qu'on déborde les 2100 $ l'once sur l'or ou les 25, 80, 26 sur l'argent, et on va avoir un super rallye haussier qui va essentiellement profiter effectivement aux juniors. Les mines historiques, elles vendent ou prévendent une partie de leur production à un prix prédéterminé. Donc, quand l'or s'envole, elles ne profitent pas mécaniquement de la totalité de la hausse. Alors, les ETC, pourquoi pas? Moi, je dois dire que je regarde à un moment, qu'est-ce que me dit le graphique? Je vais prendre un ETC focus, pas seulement or-argent, métaux type cuivre ou énergie. Et je vais regarder ce que me dit. Excusez-moi, juste pour ceux qui sont perdus, ETC, parce que je me rends compte que je n'ai pas donné la définition. En fait, l'ETC, c'est de l'or ou un métal précieux papier. C'est-à-dire que, grosso modo, on va dire BlackRock ou la Société Générale vous dit que eux, ils ont acheté de l'or et ils émettent un papier. Et donc, vous achetez ce papier, vous n'achetez pas réellement de l'or. C'est uniquement un papier émis par la Société Générale, par BNP, par BlackRock, qui vous garantit que ça vaut à peu près le prix de l'or. Ça reflète le sous-jacent. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse parce que une bonne partie de la hausse du Bitcoin récente est liée à l'anticipation de la création d'un ETF adossé au Bitcoin. ETF BlackRock, numéro 1 planétaire des ETF, c'est-à-dire des instruments ils créent des paniers et ensuite on négocie le panier beaucoup plus facilement qu'on devrait négocier évidemment toutes les valeurs qui le composent. Si BlackRock crée un ETF Bitcoin, ils vont quelque part très très vite avoir le monopole et même le contrôle du Bitcoin. Pourquoi? Parce que si on crée un ETF, on est censé avoir une partie du sous-jacent. Et BlackRock est le principal partenaire de la Fed. BlackRock, d'ailleurs, gère l'ensemble des actifs obligataires que détient la Fed. C'est BlackRock qui les achète, qui les revend pour le compte de la Fed. Et pour acheter des bitcoins, il faut que, on va dire, le terrain soit propice. Un terrain propice, comme je le disais, c'est un terrain où la liquidité est abondante
et où d'un seul coup on voit les esprits animaux ressurgir, la fameuse haute monnaie que j'évoquais. Et à partir du moment où le principal acteur sur un actif comme le Bitcoin devient une entité financière qui est le partenaire de la Fed, c'est-à-dire qu'elle sait quand la Fed va mettre de l'argent en circulation ou en retirer, autrement dit, BlackRock va avoir de fait le contrôle du Bitcoin, et c'est là que disparaîtra un de ses attributs ou de ses vertus majeures, c'est-à-dire le fait d'être indépendant, par opposition justement à des banques centrales qui contrôlent les actifs ou qui les manipulent. Créer de l'argent à partir de rien, c'est effectivement une forme de manipulation. Bon, le jour où le Bitcoin devient le jouet d'un BlackRock qui a comme principal partenaire la Fed, vous comprenez bien que le Bitcoin n'aura plus aucune forme d'indépendance, s'il en a jamais eu, puisque tout le monde le sait, il y a 4 ou 5% des adresses qui détiennent 80% des Bitcoins en circulation. Vous êtes complètement à la merci de ces quelques détenteurs, gros détenteurs, qui se connaissent et qui s'entendent comme larrons en foire pour faire monter ou pour faire baisser le Bitcoin. Et bien, le jour où BlackRock rentre dans le jeu, le Bitcoin, il fera exactement ce que la Fed et BlackRock ont décidé le Bitcoin de quelle façon le Bitcoin devait évoluer. Bah, l'or, toutes les banques centrales en achètent et aucune ne contrôle véritablement l'or, ne peut le faire baisser ou le faire monter. La Fed peut toujours dire je vends 300 tonnes d'or, ça va faire baisser l'or pendant 15 jours. Et en face, vous avez la Banque centrale de Chine qui va dire merci, j'en ai acheté pas cher, ça complète mon stock et je renforce la crédibilité du yuan. Donc, les banques centrales, elles achètent de l'or physique. Elles n'achètent pas des ETF ou des ETC or. Elles achètent vraiment de l'or physique. Donc j'aurais tendance à penser quand même que nous aussi, en tant que particuliers, il faut qu'on détienne un peu d'or physique et qu'ensuite, dans le cadre d'un portefeuille, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à négocier, avoir soit des valeurs minières, mais en regardant bien si c'est le moment, d'un point de vue technique, de le faire. Est-ce qu'on est sur un point bas ou est-ce qu'on est en train de déborder une résistance? À partir du moment où on est sur quelque chose de virtuel, hein, une mine d'or, c'est juste détenir un espoir de retour sur investissement. Une mine peut très très bien cesser d'exister ou elle peut aussi être rachetée. Donc là, c'est tout. Là, c'est le combo gagnant. Vous avez une mine d'or, elle est rachetée par sa concurrente, et là, vous avez fait 2 fois la mise. Donc voilà, tout est possible. Je ne préconiserai donc pas de détenir 100% d'or physique ou 100% d'or papier. Une partie peut être achetée au travers d'une entreprise qui détient du stock réel et vous permet de faire des dépenses basées sur ce stock. Bon, c'est la solution Veracash ou Veravalor, mais il y en a d'autres, hein, des émetteurs qui vous permettent de détenir un stock d'or réel. Je pense qu'il faut combiner les trois et je ne suis pas non plus complètement opposé à détenir du Bitcoin dans des conditions extrêmes que Arthur a parfaitement bien décrites, c'est-à-dire des pays faillis où vous ne pouvez ni obtenir d'or, ni du franc suisse, ni même du dollar. À ce moment-là, effectivement, quelle est la solution quand on est dans un pays qui est dans le chaos le plus total au niveau de ses finances, sa monnaie n'a aucune crédibilité. On peut comprendre qu'effectivement, le Bitcoin puisse apparaître une bonne alternative. En Turquie, l'immobilier a littéralement explosé, ce qui fait que plus personne ne peut acheter d'immobilier. Ou vous allez acheter le placard à balai. C'est tout ce que vous permet votre pouvoir d'achat aujourd'hui. Il n'y a que les très riches qui peuvent continuer d'acheter des maisons à Bodrum
ou un appartement avec vue sur le Bosphore. Même les très riches, parce que dans le dernier papier de la gouverneure de la Banque centrale de Turquie, hein, elle a dit qu'elle retournait chez ses parents. Mais oui. Donc, c'est un gag. Mais enfin, ça prouve qu'à un moment, quand on a épuisé les modes de stockage classiques comme l'immobilier, les actions aussi, parce que on achète des clubs de foot. Voilà, en Argentine, acheter des actions, ça permet grosso modo de maintenir la valeur, puisque vous achetez de l'Apple, vous achetez tout ce que vous voulez, et la valeur d'Apple, elle est constante à New York, à Buenos Aires, à Tokyo ou à Sydney. Voilà. Donc ça, c'est une solution, et c'est pourquoi je pense que des actions orifères, c'est pas mal. Donc il faut faire une combinaison, et le Bitcoin, je pense qu'effectivement, c'est une solution pour des gens vivant dans des pays qui sont faillis. Alors la question est de savoir, est-ce que nous, on risque ce genre de scénario, c'est-à-dire qu'on connaîtrait une nouvelle grande crise financière comme en 2008, où on remet en route la planche à billets. Là, je pense que le vrai danger aujourd'hui, c'est que si les banques centrales veulent combattre la récession, parce que c'est ce qui va finir par nous arriver, la tentation de remettre en route la planche à billets va être extrêmement forte, voire irrésistible. Donc, je ne vois vraiment pas d'autre hypothèse aujourd'hui que la poursuite de la perte de la valeur, du pouvoir d'achat des monnaies que nous détenons. Alors après ça, la question est de savoir, est-ce qu'on continue de voir ce pouvoir d'achat se dégonfler comme un pneu qui se dégonfle doucement parce qu'il y a un petit clou dedans, ou est-ce que d'un seul coup, le pneu éclate? Ça, je ne peux pas le dire. Et le pneu éclate, c'est ce que tu décrivais en début de vidéo. C'est la grande crise d'un seul coup. Personne ne l'a vu venir et paf, ça nous explose à la figure. Voilà, c'est le pneu qui éclate. Ou alors c'est le pneu qui se dégonfle. Mais il y a un moment où on va arriver à la jante, et quand le pneu commence à se déchirer, là on peut vraiment plus rouler. Voilà. Mais là, actuellement, on est sur un pneu qui se dégonfle et on peut toujours rouler. Mais théoriquement, il faut rouler de plus en plus doucement. Sinon, on se met vraiment en danger. Eh ben, Philippe Béchade et Arthur Toss, je vous remercie pour toutes ces idées et toutes ces infos, notamment sur les cryptos et l'or. Je rappelle donc qu'en cliquant sur le lien que je mets dans la description de la vidéo, eh bien, vous pouvez avoir accès au rapport que Arthur Toss a fait sur les 10 commandements des crypto-monnaies en 2014 et au rapport que Philippe Béchade a fait sur le guide pratique de l'achat de l'or physique. Donc c'est publié par les chroniques, les publications Agora. Vous y avez accès, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien que j'ai mis dans la description. Merci Arthur Toss, merci Philippe Béchade, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Pas de rien. Likez-la, partagez-la. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires dans la description. Je le dis toujours. Et à tous, eh bien, je vous dis à très bientôt.